Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire du sport, on peut le dire, en tour d'Europe. Et le sommaire, c'est maintenant et tout de suite. On va commencer par les Guinéens. D'ailleurs, Guirassy continue d'impressionner. L'attaquant guinéen empile les buts avec Dortmund et écrit une série historique en Bundesliga. Nous allons en parler. Et dans cette émission, nous irons aussi en Angleterre, Premier League. Manchester City a remporté aujourd'hui, hier du moins, le derby mancunien en s'imposant nettement face à Manchester United dans le choc de la 4e journée de Premier League. Débrief du match avec Souaibou Diakité et on va en parler aussi dans cette émission. Nous allons aussi parler de Erling Haaland parce qu'il faut en parler grâce à notamment un doublé d'Erling Haaland. Manchester City a remporté son derby contre United 3-0 dimanche à domicile. Le crack norvégien explose toujours dans ce championnat. En Espagne, vous l'avez vu avec bien sûr la régie, les gants sont chauds bouillants, bien sûr. Auteur d'un but et d'une passe décisive ce samedi après-midi, Kylian Mbappé a grandement contribué au succès madrilène au stade d'Anoeta. 2-1. Nous allons parler de Kylian Mbappé, mais aussi du Real Madrid et surtout la remontée de cette équipe et surtout de Xavi Alonso. Le grand rival, le FC Barcelone, lui, prépare sa Ligue des Champions. Ça Lamine Yamal, le Barça a laminé Valence, bien sûr, sur le score de 6-0 dimanche soir au stade Johan Cruyff avec plusieurs golazos, des buts magnifiques. De l'autre côté, on va débriefer ce match, bien sûr, avec Mama Djambalde. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Tour d'Europe, c'est maintenant après, juste après ce générique. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Vous le savez, ils sont avec nous, nos chroniqueurs qui vont nous accompagner jusqu'à la fin de cette émission. Souaibou Diakité, et bonsoir et de vous retrouver dans cette émission. Ça faisait un petit moment qu'on ne se retrouvait pas dans une émission sportive parce que il y a une équipe du matin et une équipe du soir. Et ça, grâce à qui? Grâce à vous. Bonsoir et bonsoir à tous. Surtout bonsoir à Samuel Umtiti qui vient d'officialiser sa retraite du football international à seulement 31 ans. Et vous le félicitez. Bien sûr, hein, félicitations, mais c'est quand même. Mais c'est quand même à 30 ans. C'est dommage, oui, mais il n'est pas épargné par des pépins physiques, donc c'était la condition. Soit il obtenait un club lors de ce mercato, soit il prenait sa retraite, et je pense que la meilleure décision a été prise. On se souvient de la saison monstrueuse de Samuel Umtiti. C'est quand même un très grand défenseur. Juste à côté, l'homme de Koya, aujourd'hui le sage du studio. Bonsoir, comment on l'appelle même? Passi Bangoua. Désolé, Passi Bangoua. Retrouvé dans cette émission. Merci, bonsoir Hassan, bonsoir à tout le monde sur ce plateau. Heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois pour parler de football. Bonsoir également à Cyril Guirassy qui vient d'avoir en tout cas le trophée encore le plus magnifique. Très distinctif également. Il a volé le scoop de Diakité. Tout de même, attention, il faut faire attention parce que c'est le scoop de Diakité et voilà, c'est lui qui en parle. C'est pas grave, on prend. Il est de Koya, donc c'est comme ça. Et juste à côté, on a Mama Djambalde. Le Barça a gagné. Heureux de vous retrouver dans cette émission. Le sourire, tout de même, il faut le dire. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous. Je vois pourquoi Souaib est le plus chouchouté de l'équipe. C'est parce qu'il sait mettre bien Hassan. Il chante ses louanges. Je comprends un peu pourquoi il est celui qui est chouchouté dans toute l'équipe sportive. Mais pourquoi c'est une attaque? C'est une attaque directe. Je pense que vous défendre. C'est le seul à parler ici du grand chef, du responsable de tout ce qui s'ensuit. C'est normal. La semaine dernière, on est tout de même en Afrique, oui, bien sûr, on est tout de même en Afrique et c'est normal. On va commencer cette émission. Je vous disais, le Borussia Dortmund s'est imposé face à Heinen 2-0 samedi grâce notamment à un nouvel écart de Serhou Guirassy. L'attaquant guinéen a encore trouvé le chemin des filets, signant son 6e but en autant de matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Un rendement qui confirme l'excellente forme d'un joueur désormais incontournable dans l'effectif de Niko Kovac. Un but pour Serhou Guirassy, pas le seul. Un nouveau but, on peut le dire, pour Guirassy. Mais on va parler d'abord du trophée obtenu aujourd'hui par Guirassy parce que c'est l'actualité, ça vient de tomber. Il a obtenu et il a reçu le trophée de meilleur buteur de la Ligue des Champions. Costaud, une récompense méritée. Méritée, totalement méritée. D'ailleurs, on espère qu'on estime qu'il entamera une nouvelle campagne avec les mêmes envies, les mêmes intentions et la même réussite. Et c'est une très bonne chose qu'il ait ce trophée parce que ça démontre clairement
tout ce qu'il a réalisé au cours de la saison dernière, que ce soit en Champions League et même en Bundesliga. Et on ne peut qu'être fier d'avoir au moins une vitrine comme Serhou Guirassy, qui représente quasiment à lui toute seule tout un continent, mais aussi tout un pays comme la Guinée. Et on a la chance d'avoir ce joueur avec nous dans notre équipe nationale. Malheureusement, toutes les conditions ne sont pas là pour l'aider à faire ce qu'il veut faire ou ce qu'il sait faire le mieux. Et il a la malchance de tomber également dans quasiment l'une des plus moyennes équipes du Borussia Dortmund. Sinon, je pense que s'il était avec la meilleure version du Borussia Dortmund, je pense qu'il aurait pratiquement été meilleur buteur de toutes les compétitions qu'il aura joué. Il aurait pu faire mieux dans cette Ligue des Champions-là. Il aurait pu marquer beaucoup de buts que ces 10. Oui, il a naturellement la malchance. C'est 13, cette équipe, c'est 13 buts à égalité avec Rafinha. Il aurait, peut-être que oui, peut-être il aurait marqué le même nombre de buts, mais ceux qui étaient derrière allaient faire plus pour qu'il puisse dépasser peut-être ces quarts de finale-là et aller plus loin, espérer autre chose. Ou peut-être même en championnat, on n'en parle pas assez, il aurait pu faire mieux, peut-être espérer titiller beaucoup plus le Bayern de Munich. Pour le moment, ça ne se fait pas, mais lui, il continue à de faire ses stats. Je crois qu'il faut saluer cela doublement. C'est parfois très facile de stater dans des grosses équipes parce que vous êtes mieux servi, vous êtes mieux entouré. C'est très difficile de le faire quand vous êtes moins entouré. Aujourd'hui, on n'a rien contre le fait qu'aujourd'hui, Kane fait des grosses saisons, mais on ne peut pas s'en cacher aussi qu'il est mieux entouré que Guirassy en ce moment avec le Borussia Dortmund. Donc aujourd'hui, Guirassy, il est en train, depuis maintenant presque 3 ans, il est en train d'émerveiller pratiquement toute la planète du football. Et l'année dernière, c'était sa première saison en Ligue des Champions européenne. Il s'est hissé parmi le Gotha, donc le co-meilleur buteur de cette compétition la saison dernière. Et on ne peut que tirer chapeau pour aujourd'hui Guirassy par rapport à ce trophée-là. C'est une récompense d'un trophée, autant pour moi d'un travail déjà accompli, qui arrive là. On le savait déjà qu'il allait le recevoir, mais c'est très beau de voir que c'est un Guinéen qui est sur ce plateau, qui reçoit ce trophée, et tout ce qu'on va dire, on va ajouter à côté le Guinée. Si on met le drapeau de Borussia, on mettra à côté le drapeau de la Guinée, et ça c'est salutaire et extrêmement important à souligner. Alors, même question pour vous, Passy Bangoura. Oui, moi je trouve d'abord quelque chose de très salutaire et reconnaissant envers l'UEFA, évidemment parce qu'ils ont pris du temps. On a vu les prouesses, les clean sheets que Serhou Guirassy a pu enregistrer dans la saison dernière, en égalité de but avec pas mal de grands joueurs également dans cette grande compétition des grandes oreilles. La Ligue des Champions, un Guinéen s'est bien illustré de la plus belle des manières, toujours en égalité de points de but, évidemment avec des grands attaquants qui sont dans les grandes équipes, dans les grands clubs évidemment. Et lui, il sort de tous ses griffes et puis il plante 13 buts en égalité avec Rafinha. Moi, je trouve qu'il a été vraiment à la hauteur des attentes. Si Nitete, en tout cas, son club en quart de finale, l'élimination de son club en quart de finale, je crois il allait encore marquer dans les demi-finales, voire même en finale si le club se qualifiait. Mais bon an, mal an, il a pu vraiment faire ce qu'il pouvait faire. Certes, le club n'a pas progressé, mais Serhou Guirassy, personnellement, il a progressé. Aujourd'hui, il reçoit ce trophée avec tous les mérites autant pour moi dans ce qu'il a fait au courant de la saison sportive 2024-2025. Aujourd'hui, il est récompensé. Le soulier d'or n'est pas dédié à n'importe qui, à tous les joueurs qui prennent part également aux différentes compétitions européennes. Il est dédié, le soulier, il est dédié aux personnes, aux joueurs qui s'illustrent et puis qui marquent des buts très somptueux et puis très caractérisés vraiment par des mérites. Inzaghi ne mettait pas des buts somptueux, mais c'est quand même des buts qu'il mettait. Oui, mais la même chose. Van Nistelrooy, la même chose. Oui, mais la qualité des buts. On ne regarde pas trop la qualité. Il suffit de mettre beaucoup de buts aussi prennent part également à cette. Il y a le plus de Puskas pour ça. Oui, parce que si Ronaldo a marqué le but le plus rapide de sa saison, mais il a pris
finalement le soulier d'or. C'est des statistiques. Tu peux marquer le plus beau but, le plus rapide possible. C'est lui qui va marquer une vingtaine de buts. C'est lui qui va être le meilleur buteur tout de même de la Ligue des Champions. C'est les statistiques qui peuvent vraiment vendre l'image du joueur parce qu'il faut être intelligent, il faut passer par des écoles, il faut passer par des mouvements, le sens de déplacement, en tout cas le respect tactique dans l'axe et pour pouvoir vraiment mettre ces manières de. Alors moi je vais aller peut-être la question là avant de répondre. Ce trophée il est individuel, on l'attendait pour Serhou Guirassy. Est-ce que ça augmente sa cote pour le prochain Ballon d'Or ou bien c'est juste pour augmenter aujourd'hui sa vision? Alors pour info, le vote pour les Ballons d'Or, je pense que c'est déjà clos. Ouais. Donc je pense que le trophée, peut-être que c'est devenu tard, mais on savait déjà qu'il était meilleur buteur et qu'il allait recevoir le prix. Donc je pense que ça n'enlève en rien sur son classement au Ballon d'Or, où ça n'augmente rien. Mais ce qu'on n'en parle pas assez, c'est qu'aujourd'hui Guirassy, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde de notre sport. Ça peut augmenter la confiance clairement de Guirassy. Non, ça c'est même si on le savait depuis longtemps qu'il allait recevoir ce trophée-là, l'avoir maintenant avec lui, ça y va avec cette envie d'aller faire plus encore. Ça c'est indéniable, surtout que c'est son premier véritable trophée individuel sur le plan international. Il les a réussi d'ailleurs localement en Guinée. Il a été récompensé à plus d'une fois meilleur joueur du pays. Mais aujourd'hui, recevoir ce titre-là, ça montre à suffisance qu'il a passé. Il est maintenant à une autre dimension. Il a passé un cap dans sa carrière. Il ne devrait plus être considéré comme un joueur lambda. Vous savez, il y a des joueurs qui sont normaux, mais aujourd'hui, Guirassy, c'est un très grand joueur. Il faut le dire clairement. Peut-être que certaines choses, on va pas y revenir là-dessus, jouent sur sa carrière, ce qui fait pas qu'il n'est pas tellement plébiscité. Même on n'entend pas souvent son nom dans les noms, dans les marchés de transfert. Mais peut-être que ça aussi, c'est aussi la faute à son équipe managériale. Je sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a un grand joueur. Un joueur pas aussi si jeune. On peut plus l'appeler. Mais aujourd'hui, attention. Mais Ronaldo, il a marqué plus de buts après 30 ans qu'avant 30 ans. Ça veut dire que l'âge, mais l'âge, ce n'est qu'un chiffre. Ronaldo, Messi, c'est des ventes. Ce n'est qu'un chiffre. Lewandowski, il suit les mêmes caractéristiques. Aujourd'hui, Harry Kane, il est également trentenaire. Aujourd'hui, pratiquement tous ces attaquants qui ne font que planter des buts, ils sont pratiquement tous trentenaires. Même Aubameyang. C'est pas l'âge qui est. Mais ça n'enlève en rien à sa qualité. Moi, je pense que l'âge n'est qu'un chiffre. Aujourd'hui, ce n'est plus un joueur confirmé parce que on peut parler de révélation de joueur confirmé. Je pense qu'il a passé le stade de joueur confirmé. C'est désormais un très grand joueur qui, désormais, quand Guirassy joue, on se demande plus s'il a marqué, on se demande combien de buts il a marqué. Ça montre clairement le joueur qu'il est. Quand on entend, par exemple, j'entends le score du Borussia Dortmund, je vérifie s'il a marqué. À quelle position il a marqué. C'est pas s'il a marqué, c'est à quelle position. Si par exemple c'est un but à 0, je me dis que c'est lui. Si c'est 2 buts à 0, je me dis qu'il est premier ou il est le deuxième buteur. Ça prouve à suffisance qu'il a clairement changé de dimension. Et ce n'est que la récompense de tout ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière, beaucoup de sacrifices. Il a accepté à un moment donné de redescendre vers le bas parce que c'est après le passage mitigé à Rennes, il a accepté de venir du côté de Stuttgart où on connaissait pas trop toutes les qualités qu'il avait et le club était aussi en difficulté. Il les a aidés à se maintenir. Après la saison suivante, il les a aidés à se qualifier en Ligue des Champions. Vous vous rappelez, en terminant même devant le Bayern Munich. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et finalement, quand il change de club, on se dit est-ce que voilà, c'était on attend maintenant la confirmation. Il est passé de Stuttgart à Dortmund et il a prouvé devant tout le monde que c'est un très grand attaquant. Il a dit c'est une première pour Serhou Guirassy, mais aussi une première pour un Guinéen. Ce qui réussit, c'est quand même exceptionnel. Exactement. Individuellement, ce qui réussit là, il faut y réfléchir. Non, mais il n'y a pas besoin de réflexion. Non, je ne parle même pas de la Guinée. Je voulais pousser ma réflexion vers l'Afrique. Carrément, je me souviens que Eto'o avait fait des belles saisons, mais au final, il y avait toujours quelqu'un devant. Drogba, la même chose. Bien sûr. Peut-être que si c'est arrivé, c'est antérieurement, peut-être avec les Weah ou autres. Ce qui veut dire que c'est exceptionnel, ce qu'il a réalisé, surtout qu'il ne l'a pas réalisé dans une équipe qui était supposée être une équipe qui était capable de prendre cette compétition. Donc ça augmente encore plus la valeur de ce trophée-là, parce que c'est l'accomplissement de tous ces efforts-là. Je crois que quelqu'un a parlé ici d'efforts. C'est exactement cela. C'est quelqu'un qui a bourlingué. Il a vraiment souffert entre les clubs français avant de venir en Allemagne et de repartir, ensuite de revenir et de voir maintenant que la carrière commence à prendre une certaine
certaine ascendance. Il a fallu beaucoup de travail et c'est tout cela qui est en train de payer. Et malgré ce changement de statut, il faut vraiment le souligner, ce joueur, il n'a pas changé dans son humilité, dans tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, il le fait avec le cœur ouvert. Dans le collectif, il met toujours en avant ce que le collectif, ce que l'équipe y gagne. Et ça, c'est à saluer et c'est un exemple à suivre pour tous les jeunes joueurs, que ce soit guinéens ou ailleurs, par rapport à par rapport aux vertus qu'on doit avoir pour grandir au haut niveau. L'âge, encore une fois, oui, 28 ans, 29 ans, 30 ans, mais encore une fois, il a fallu du temps pour qu'il puisse éclore. Et peut-être qu'il prendra beaucoup de temps aussi avant de s'éteindre. Un petit exemple, on va parler Harry Kane, se sont tous révélés tardivement. Parce que là, on n'a pas beaucoup de temps. On va maintenant parler de ce but. Parce qu'on a tourné autour. On va parler de ce nouveau but de Serhou Guirassy. Il a marqué lors de ses 8 dernières apparitions en Bundesliga. Seuls 2 joueurs ont fait mieux que lui. Pierre-Emerick Aubameyang avec 15 buts. Et de l'autre côté, Lewandowski aussi. Emerick Aubameyang 10 buts. Et Lewandowski 15 buts. Tout de même, il peut le faire aussi. Ouais, il peut le faire. Déjà, en début de saison, il a 4 matchs joués, il a 5 buts plantés. Je crois que ça promet grand. Le ratio, on peut pas, le nombre de buts marqués, on ne peut pas vraiment dire que c'est moins. C'est vraiment raisonnable. Maintenant, la course continue, le championnat est en cours. On ne peut pas dire qu'il ne peut pas rattraper parce que à un moment, Harry Kane n'a jamais imaginé pendant qu'il était à 9 buts que Serhou Guirassy était à 3 buts. Lors d'un seul match, il a pu planter 3-4-0, 4 buts plutôt. Et nécessairement, on a pu comprendre qu'il peut vraiment rattraper les autres concurrents de buteurs également. Aujourd'hui, même si les autres sont à 15, à 14, à 12, Serhou il est à 5. Moi, je trouve un serial buteur qui est très affamé et qui va continuer dans cette course. Et sauf que je ne voudrais pas minimiser ce que Guirassy est en train de faire, loin de là. Mais il me semble, peut-être que je me trompe, Kane est mieux entouré pour réaliser une saison exceptionnelle. Et ça aide énormément. Si à chaque week-end vous gagnez 5-6 buts, c'est plus facile pour un attaquant de pointe chaque week-end de mettre 2 buts que pour un autre attaquant qui doit se débrouiller avec peut-être 2 occasions ou 3 pour chaque match. Et ça fait la différence totalement. Et sur ce plan-là, ça fait pas photo. Et surtout que je supporte bien, j'aime bien le Bayern Munich, mais surtout que le Bayern gagne plus de pénaltys que le Borussia Dortmund. Donc ça aide aussi de ce côté à ce qu'Harry Kane passe devant. Mais vous vous rappelez, même lors du week-end dernier, son premier but dans le match c'était un penalty avant de finalement inscrire un but dans le jeu. Donc je pense que Harry Kane est beaucoup plus entouré, très bien entouré par rapport à Guirassy. Il les met, mais je pense que le ratio du Bayern est un petit peu plus supérieur à celui du Borussia en termes de penalty provoqués. Donc ça aussi c'est un fait, mais c'est aussi grâce aux joueurs qui vous entourent. Quand il y a beaucoup de provocateurs autour, vous pouvez gagner des penalties. Mais cela ne s'explique pas que par des pénaltys parce que Harry Kane il marque également dans le match. Maintenant, pour ce qui est de sa lutte entre guillemets entre lui et Harry Kane pour le titre de meilleur buteur de Bundesliga, il l'a lui-même évoqué. C'est un objectif, mais c'est pas une fixette. Forcément, il va pas mettre dans la tête qu'il veut coûte que coûte terminer meilleur buteur. Pas une fixette pour lui, mais c'est un objectif. Non, mais oui, bon, pour lui c'est un objectif, mais ça voilà, c'est pas que ça ne doit pas le détourner de l'objectif du collectif. Si le Borussia gagne un titre et qu'il marque moins, il préfère gagner un titre que d'être seulement le meilleur buteur sans avoir de titre. Donc je pense que l'objectif cette saison, ça devrait être au moins se battre pour remporter ne serait-ce qu'un titre. Même la Coupe d'Allemagne, c'est aussi un titre parce qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir une telle carrière comme la sienne. C'était les mêmes difficultés avec Harry Kane. Il a fallu un changement d'environnement. On ne peut pas avoir une carrière comme la sienne aujourd'hui et ne pas avoir de titre, ça serait très dommage. Alors il est très bien enseignant. En saison 2025-2026, il affiche une régularité déconcertante. Buteur face à Roy Essen Poli, double buteur contre l'Union Berlin, décisif avec la Guinée contre la Somalie, et encore décisif ce week-end avec Dortmund sur l'Algérie. La stoppé net.
même si on peut comprendre aussi, il reste irrésistible au point d'avoir inscrit 43 buts depuis le début de la saison passée, toute compétition confondue. C'est l'étoffe des plus grands dans le monde. Il est dans la continuité, dans la continuité de la Ligue des Champions précédente, la continuité de la Coupe du Monde des clubs, où il a été aussi co-meilleur buteur de la compétition. Il est dans cette même dynamique. Je ne sais pas, peut-être que c'est dans les années, lorsqu'il va peut-être baisser en forme ou qu'il va arrêter, qu'on se souviendra que oui, il a fait quelque chose d'exceptionnel pendant ce bout de temps-là. Et il le fait sans extravagance. C'est justement cela. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte qu'il le fait avec une telle facilité, avec une telle humilité, qu'on a tendance à minimiser tout cela. Mais c'est de véritables performances, parce que si on vous dit de citer tous ceux qui sont à côté de lui aujourd'hui, peut-être à part Adeyemi, vous n'en verrez pas un autre. En termes de nom clinquant, je vais dire. Alors que lui, il continue à stater, il continue à donner des passes décisives, tout ça dans cet environnement-là, dans une équipe qui, malheureusement, d'habitude éternelle deuxième, mais l'année dernière qui a failli se battre pour se qualifier à la Ligue des Champions. 43 buts passés, 43 buts, je le rappelle encore une fois. C'est énorme. C'est énorme, hein? C'est énorme. On ne peut pas parler de Serhou Guirassy sans parler de ces nombres de buts qu'il continue à marquer, la manière qu'il continue à s'inscrire dans les annales de l'histoire des différentes compétitions européennes partout où il a passé. Vous imaginez Stuttgart, ce qu'il a pu poser là-bas en termes d'empreinte dans l'histoire de ce club. Aujourd'hui, il joue avec le Dortmund. Depuis qu'il est venu, il est en train de faire de l'ascension, il est en train de progresser en haut de l'échelle. Aujourd'hui, 43 buts depuis la saison dernière jusqu'à maintenant. Cela veut dire que ça progresse bien. Il est vraiment sur une très bonne lancée, encore pour rentrer dans l'analyse de l'histoire de cette compétition, qu'il soit Ligue européenne, Ligue des champions ou voilà, dans son championnat respectif. C'est pourquoi à un moment, s'il faut encore relancer le débat de ce Soulier d'or, moi je ne suis pas d'accord avec l'UEFA. Non, vous m'attendez. Moi je ne suis pas d'accord encore avec l'UEFA. Pourquoi ils ont retardé le vote et pourquoi ils ont retardé ce trophée pendant qu'ils devraient livrer cela avant le vote pour lui donner du poids et permettre. Il n'est pas le seul, Passy. Non, mais c'est normal. Je vais totalement. C'est pourquoi j'ai dit il faut relancer le débat. On devrait lui récompenser avant le vote pour lui permettre d'avoir le poids, être dans les 10 premiers, voire même les 5 premiers. Ça va rappeler les gens un tout petit peu de ce qu'il a fait dans la saison, ce qu'il a progressé, qu'il a donné comme nombre de passes décisives, mais aussi nombre de buts. Parce qu'il a donné des passes. Il ne faut pas attendre après le vote, après. Non, mais bien sûr, surtout au moment des tirages au sort pour la nouvelle campagne de Ligue des Champions. C'est d'habitude dans ces moments où on récompense, on donne des prix. Donc moi, je suis totalement surpris qu'on vienne remettre alors qu'il n'y a pas de cérémonie. C'est une récompense prestigieuse. Mais bon, je ne sais pas comment ils s'en sont pris. Il y a une autre question à se poser. Je n'ai pas vu une photo de Rafinha avec le même trophée. Il aura le Rafinha. D'habitude, il le fait au même moment. Bien sûr. On sait pourquoi il se pose la question, Jean. On le sait. Il aura son trophée à lui. C'est le moment de se poser des questions. Est-ce qu'on peut dire, je reviens encore, j'ai déjà posé la question, mais je reviens. Est-ce qu'on peut dire que c'est une candidature du Ballon d'Or renforcée pour Guirassy? Non, je pense que sa place elle sera maintenue quoi qu'il arrive, parce que d'ailleurs pour le Ballon d'Or européen, je pense que comme on l'a dit, on l'a déjà débattu plusieurs fois, ça va être compliqué pour lui d'être parmi les favoris, mais on espère qu'il soit parmi dans le top 10 ou à minima dans le top 15, mais après il reste un serial candidat pour le Ballon d'Or africain, même si il y a un Marocain qui semble avoir beaucoup plus d'avantages, mais je pense qu'il fait partie des favoris pour le Ballon d'Or de l'année dernière au moins. Bien sûr. Quand même, Hakimi c'est fort. On va continuer cette émission. Je vous disais qu'on va parler aussi de l'Angleterre, on va parler de l'Espagne, du Real Madrid et du Barça, mais la crème de la crème pour le moment, on va parler de l'Angleterre, on va filer bien sûr en Premier League. Je vous disais qu'on avait un derby ce week-end, le derby mancunien. Le débrief avec vous rapidement, Souaibou Diakité. Le derby du nord de l'Angleterre, le derby de Manchester, comme on aime l'appeler, qui a malheureusement tourné en défaveur de Manchester United. Personnellement, j'espérais au moins un match
au moins une victoire ou un minimum un match nul. Mais voilà, Manchester City a remporté beaucoup plus facilement qu'on l'avait imaginé, parce que ça restait une confrontation entre deux équipes quasiment malades. Manchester City qui restait sur une défaite avant la trêve, et Manchester United qui lui restait sur une petite victoire face à Burnley, si je ne m'abuse, 3-2 à la dernière minute par ce penalty de Bruno Fernandes. Malheureusement, les hommes de Ruben Amorim se sont plantés encore une fois, et ça renforce la crise. L'ouverture du score qui est parvenue rapidement en début de match par l'intermédiaire de Phil Foden sur un service de Jérémy Doku, et après le show Haaland a commencé, et avec tout ce qu'on connaît de ce joueur, et le deuxième but qui est parvenu juste au début de la seconde période, et finalement le troisième but. Donc Manchester a globalement maîtrisé, Manchester City j'ai envie de dire, a globalement maîtrisé la rencontre et a fini par s'imposer, même si en fin de match United aurait mérité au moins de marquer un but, parce qu'on a vu les occasions que le club s'en est procuré, notamment par l'intermédiaire du Camerounais Bryan Mbeumo, et les arrêts décisifs que Donnarumma a sortis pour maintenir le clean sheet pour Manchester City. Le sourire forcé. Non, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. J'ai pitié du monsieur. Je crois que peut-être que mais il a raison d'avoir un sourire parfois quelque peu narquois, mais on comprend. Mais globalement, en voyant la rencontre, la différence est faite à deux niveaux. C'est au niveau des gardiens de but et au niveau des attaquants. Si d'un côté comme de l'autre, les attaquants avaient été suffisamment performants et les gardiens comme là, ça aurait été un match à 0 but partout, c'est des cadeaux. Tous les buts de Manchester City sont des cadeaux. Et de l'autre côté, je crois que Donnarumma, il a montré hier pourquoi il était venu, et Guardiola a démontré pourquoi il a choisi de l'envoyer. On a compris qu'avec les pieds, ce n'est pas le plus bon dans cet aspect du jeu, mais dans sa case, sur sa ligne, il était performant. Et j'ai envie de dire que la dynamique est très mauvaise à Manchester, et il y a quelque chose à changer, et c'est très rapide, parce que j'ai vu hier un entraîneur et une équipe qui ne savaient pas où ils voulaient aller. Carrément, les joueurs se demandaient qu'est-ce qu'il fallait faire. Dans le match, il y a eu 3 changements de système. Et certains joueurs se demandaient comment il fallait le faire. Et vers la fin de la rencontre, je vois Casemiro rentrer et je me pose la question. Je me suis posé beaucoup de questions. Mais on va faire le tour d'abord avec Passy, hein, bien sûr. Manchester City, est-ce qu'on peut dire que la reconstruction est faite maintenant? Non, pas encore. Ils sont loin de là encore. Une nouvelle fois, on peut pas permettre ce club dans les grands derbys, même si ils ont eu affaire avec un autre rival qui aussi. Sauf qu'ils n'avaient rencontré aucun la saison dernière. C'est quand même un derby. United avait, je crois, un nul et une victoire l'année dernière. Sur les 4 derniers matchs, c'était 3 victoires et un match nul. Voilà, ils ont joué la seconde compétition européenne, et là aussi ils n'ont pas eu, en tout cas, les arguments à faire valoir de leur titre, de leur statut dans le championnat de Premier League. Maintenant, on ne peut pas dire, parce que même s'ils ont perdu 3-0, même si on sent qu'ils sont en reconstruction, mais ils sont encore loin de l'objectif principal. Man United, qu'on connaît en tout cas dans les annales de l'histoire de cette compétition de Premier League, c'est un club aujourd'hui qui est en perdition totale. Moi je le dis et je l'affirme. Amorim, je ne sais pas ce qu'il propose au sein du club, comment il fait alignement. C'est pas seulement Amorim. Attention, mais il a trouvé ça là-bas. On ne peut pas quand même dire qu'il n'a pas de joueur. Moi, je trouve. Il a sa part de responsabilité. Il a sa part de responsabilité. Bien sûr. Maintenant, les changements tactiques qu'on en sait, évidemment, quand Man United joue, mais il faut suivre le match et voir le replacement tactique des joueurs, l'occupation pacifique du terrain. Mais vous trouvez que où est l'entraîneur? Moi, je dis que la reconstruction encore. Là, normalement, on devait parler d'abord de Manchester City, mais je vois que tout le monde est inquiet par rapport à la situation de United. Alors, on va se concentrer sur United. C'est un derby, bien sûr. Oui, c'est un derby, bien sûr, entre City et Manchester United. On s'attendait à une équipe qui allait être vaincue, mais pas à ce niveau, pas le score là. Le Real a été battu par le Barça l'année passée dans tous les classicos, mais c'est inquiétant, on peut le dire dans cette émission pour Manchester United.
Bien sûr, pour moi, il parlait tout à l'heure de Ruben Amorim. Je vais rapidement rebondir sur lui avant d'aller en profondeur. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas s'entêter à vouloir... Avec le petit sourire. Oui, on ne peut pas s'entêter à vouloir garder un système de jeu qui ne fonctionne pas. Vous vous rappelez, il était là depuis la saison dernière, en janvier dernier, il a signé à Manchester. Il continue à jouer avec 5 défenses, alors que jusque-là, ça n'arrive pas à prendre. Et même en conférence de presse, dans ses déclarations, où il dit que si le Jim Ratcliffe, le propriétaire minoritaire, enfin celui qui a la partie sportive de Manchester, veut changer, c'est peut-être un changement d'homme, mais lui il va pas changer de philosophie. Je me demande comment. Aujourd'hui il a eu le mercato qu'il voulait, on l'a donné les moyens, il a recruté les joueurs qu'il avait souhaité. Certes il n'a pas eu un milieu de terrain qu'il voulait également parce qu'il voulait Baleba, mais ça n'explique pas tout. Pour moi le système à 5 défenses, pour moi ça ne marche pas pour Manchester United. Je n'avais jamais vu ce club, peut-être avec Luis Van Gaal, mais c'était le 3-5-2 où c'était des vrais pistons, des vrais joueurs offensifs qui jouaient sur les côtés, sauf qu'avec lui c'est quasiment 3 centraux, 2 latéraux et ça déstabilise quasiment le milieu de terrain. Il n'y a pas d'équilibre de jeu. Je ne mets pas tout sur lui, mais je pense qu'il a sa part de responsabilité, notamment sur le plan sportif. Maintenant, administrativement, je pense que l'administration a quelque peu cette saison fait un petit mieux. Ils ont renouvelé le centre d'entraînement qui n'avait pas été rénové depuis quasiment un demi-siècle. Et ils ont rénové cette saison. Ils ont envoyé même des anciens titres à ce niveau uniquement et pour aussi motiver des joueurs à se rappeler du passé glorieux qu'a connu ce club. Malheureusement, on a du mal à prendre et ce qui est aussi marrant, c'est que des joueurs à Manchester sont capables de quitter ce club et aller ailleurs et être performants. On l'a vu avec McTominay, avec Anthony, avec Sancho, même si ça n'a pas duré. Rashford, certes, ça va venir aussi petit à petit, et même Højlund qui dès son premier match a marqué avec Napoli. Onana, dès son premier match, ils ont certes perdu, mais avec une note de 8,6. Ça montre clairement que l'environnement c'est compliqué à vivre et avec le caractère de Ruben Amorim, j'ai du mal à voir ce que vise ce club et j'ai du mal à lire la suite de Manchester. Depuis quelques années, on en parle. On dit que c'est inquiétant cette équipe de Manchester United. Mais avant, on peut dire que ça marchait un tout petit peu parce qu'il y avait des victoires, ça se maintenait petit à petit. Mais aujourd'hui, cette équipe ne fait que sombrer. Il en parlait d'Amorim. Mais est-ce que le problème, c'est lui ? Il représente une partie du problème, mais ce n'est pas le seul. La preuve, depuis le départ de Sir Alex Ferguson, aucun autre entraîneur n'a réussi à ramener il y a eu des grands noms. C'est pourquoi moi, l'année dernière, par exemple, je n'ai pas voulu l'accabler. Je me suis dit, il est venu en milieu de saison, il y a beaucoup de choses à changer, surtout que le club ne se trouve pas dans une bonne posture. Mais il a eu l'intersaison pour retravailler, pour avoir des éléments. Et quand un entraîneur prend des décisions fortes, il doit les assumer après. Aujourd'hui, il a pris certaines décisions fortes. Garnacho est parti. Rashford est parti. Anthony est parti. En voyant l'attaque de Manchester hier, en voyant les joueurs que j'ai vus à part Mbemo, je crois que véritablement ces joueurs-là manquent à cette équipe. Mais surtout, je vais m'appuyer sur ça. Pour moi, c'est sur le plan défensif où ça pêche. Il n'a pas eu de recrutement. Quand tu décides de foutre les joueurs dehors, excusez-moi du terme, vous devez assumer derrière. C'est ce que Guardiola a fait avec Ronaldinho au Barça, c'est ce que le coach du Brésil en 2002 a fait en ne sélectionnant pas Romario, c'est ce que autant pour moi Deschamps a fait en ne sélectionnant pas Benzema. Après, ceux qu'il a envoyés ont su prendre la relève et faire le travail qu'il faut, et on n'a pas pu à redire quelque chose. Et là aujourd'hui, en voyant ce qui s'est passé hier, et le comble de tout ça, c'est que je ne suis pas dans le vestiaire, mais il me semble que son discours ne passe pas convenablement. Hassan, je vais placer un petit mot avant que vous le passiez rapidement. Je pense que Manchester United aujourd'hui a besoin d'un manager, pas un tacticien, comme l'était Sir Alex Ferguson ou un mec comme Arsène Wenger. Ce sont des entraîneurs ou des managers qui ont besoin de laver le cerveau des joueurs et non pas avec des tactiques. Je pense que c'est là où le problème, parce que Ferguson avait mis la barre tellement haute, il occupait quasiment tout au club, les recrutements, les ventes, les arrivées, les départs, la gestion des joueurs, même leur sommeil, tout. Donc aujourd'hui, je pense que Manchester United a vraiment besoin
plus d'un manager qu'un tacticien. C'est inquiétant aussi dans ce studio parce que vous êtes d'accord. Jean et Diakité, c'est la toute première fois. Non, c'était triste de voir United comme ça hier. Allez-y. C'est alarmant, il faut le comprendre. Quand vous avez Rashford, Tony et tant d'autres, des joueurs athlétiquement que vous pouvez vraiment imposer à n'importe quel adversaire dans un championnat de Premier League. Mais que vous vous dites non, c'est de la pourriture ou bien c'est des poubelles. Je me dis voilà. Non mais je peux pas accepter ça tout de même. Non mais ça reste Ruben Amorim. Non, vous pouvez l'assumer après. C'est-à-dire quand il part, ce que vous envoyez, votre système doit fonctionner. Quelle proposition il a fait, il a soumis à la direction et que la direction, je crois que pour un entraîneur, mais quand à part Baleba qui n'est pas venu, tout le reste il a fait. Mais quand Luis Enrique Manchester United qui était à la bois, on peut le dire comme ça. Ça allait mieux. Mais quand Luis Enrique venait au Paris Saint-Germain, il a cité des joueurs qu'il ne voulait pas voir dans son effectif, dans son plan de jeu. Mais après, il a tendu la main aux autres, la direction a validé. C'est ça un entraîneur, il faut être sur l'anticipation. Mais lui, il a cité les joueurs qu'il ne veut pas voir dans son plan de jeu, ils sont partis et la solution reste encore Pour moi, l'équipe est totalement déséquilibrée. Complètement. Alors, il a recruté devant, mais la colonne vertébrale. Alors, la dernière question, il n'y a pas de défense. Est-ce qu'on peut s'attendre au départ d'Amorim très prochainement? Je pense bien, parce que pour moi, souvent, c'est un piège. Quand vous recevez, par exemple, souvent le soutien d'un président de club, pour moi, la plupart des cas, à la fin, vous êtes viré. En tout cas, pour moi, il est sous pression parce qu'il a eu les joueurs qu'il a souhaité avoir. Et le championnat ne démarre pas très bien. Et surtout qu'il n'aura que ses tests. Hier, c'était Manchester City. La prochaine rencontre, c'est Chelsea. Et après, il va rencontrer d'autres grandes équipes de la Première Ligue. Donc, pour moi, il a intérêt à sortir un très bon jeu. Au moins, la saison dernière, on voyait quelque peu le fond de jeu, même si ça ne gagnait pas trop. Mais cette saison, on n'en voit quasiment rien. Alors, allez-y, rapidement. Pour moi, les dirigeants sont en train de trouver le bon timing et le bon remplaçant avant de le faire remplacer. L'équipe est cassée. L'équipe est cassée, son discours ne passe pas. Il y a des joueurs qui étaient, on est d'accord, qui étaient moins... l'équipe ne fonctionnait pas bien, mais individuellement, ils étaient au-dessus du lot. Mais là, on ne trouve pas d'individualité qui se met au-dessus du lot, à part quelques joueurs qui viennent d'arriver, Dombemo, qui veut se départir, être en défense et en attaque pour montrer que oui, il mérite d'être là. Pour le reste, sérieusement, Manchester a besoin d'un nouvel élan, surtout d'un véritable manager, pas, comme il a dit, un simple tacticien. Cette question pour vous rapidement, on va parler d'Erling Haaland. Une seule personne pourra réagir. J'ai choisi vous allez aller rapidement parce qu'il a tout de même marqué 11 buts dans un derby, 90 buts en 101 matchs de championnat anglais. C'est phénoménal. Oui, c'est phénoménal, d'accord, mais je voudrais tempérer cela. Il n'a pas affronté le meilleur Manchester de l'histoire non plus. Mais c'est un tueur. Haaland, on parlait tout de suite de Guirassy, mais Haaland ressemble à cette espèce de hibou qui part à la recherche de sa proie. Et quand il l'attrape, il broie facilement, il passe à autre chose. C'est un détraqué devant le but. On a l'impression qu'il vit de ça. Il vit de ça quand il marque. Dès qu'il marque, il pense au prochain but. Il pense à autre chose. Et de la manière dont on voit qu'il dévore les défenseurs avec son corps, avec ses courses. Ce joueur, hormis ce championnat, il va mettre à terre, autant pour moi, beaucoup de statistiques. Alors j'avais dit vous, mais on va faire un peu ce qui est inquiétant. L'extension. Je veux parler. Didier Drogba, lui avait réussi à marquer 88 buts en Première Ligue avec Chelsea, mais ayant disputé 153 matchs de plus. Donc il est plus que Didier Drogba, tout de même. Il faut le dire, messieurs. Oui, mais il faut comprendre encore, il est jeune. Il peut faire mieux. Non, mais il a fait tomber tous les records. Il va faire tomber beaucoup d'autres records. Il continue encore à marquer parce que les buts, j'en parlais de sa caractère, de sa gabarit physique également. Aujourd'hui, il n'y a pas un attaquant plus costaud. Si vous parlez de sa carrure, mais vous trouverez un attaquant très costaud qui d'abord effraie tous les défenseurs, quelle que soit la compatibilité d'une ligne défensive. Aujourd'hui, il est en train de mettre l'impact dans toutes les défenses et puis progresser dans ce qu'il veut vraiment dans les statistiques. Il est encore jeune, il continue de marquer. Il continue très jeune de faire, surtout. Voilà. Son gabarit, son physique, tout, ça compte bien sûr, mais tout de même, vous l'avez dit, il a battu presque les records qui existent en Première Ligue. Moi, je ne suis pas d'accord avec Jean. Il fait mieux que Didier Drogba tout de même. Pour moi, je pense qu'il fait pratiquement mieux
tous les attaquants aujourd'hui de la Première Ligue. Peut-être Harry Kane tout récemment, mais il a fait tomber quasiment tous les records. Vous voyez aussi son ratio en Ligue des Champions. Et ce qui est encore plus inquiétant pour les équipes adverses, c'est qu'il commence à être encore plus technique. Je l'ai vu hier faire des petits ponts à Manuel Ugarte au milieu de terrain et à contrôler des ballons, à faire des passes entre les lignes. Donc je pense qu'il est en train de bonifier un petit peu sa palette de jeu et ça devient encore beaucoup plus inquiétant pour les défenses parce qu'on disait qu'il était capable que de finir les actions, que d'être dans la surface. Mais là, s'il commence à participer au jeu, connaissant toute la vitesse et son physique, je pense que il va être encore plus destructeur qu'avant. Alors, on va filer rapidement en Espagne. Je vous disais que les grands sont chauds, bouillants. Auteur d'un but et d'une passe décisive ce samedi après-midi, Kylian Mbappé a grandement contribué au succès madrilène au stade d'Anoeta. Le Real Madrid, John, est inarrêtable depuis le début de ce championnat. Oui, c'est du 4 sur 4, 12 points depuis le début de la saison. Je crois que c'est le début rêvé pour tout entraîneur. Ça permet de construire mieux sur des victoires. Il y a des aspects à revoir, il y a des aspects sur lesquels il faudra travailler. Il faut aussi peut-être voir ce que ça va donner face à des adversaires mieux organisés. On a parlé du Celta, oui, mais le Celta de cette saison n'est pas pour le moment le Celta des années antérieures. Il y a des aspects, je crois que le coach en est conscient, mais c'est toujours mieux de construire sur des victoires. C'est le seul pour le moment à avoir fait du 4 sur 4 dans le championnat espagnol et c'est encourageant pour un début. Et il y a un joueur qui explose dans cette équipe, même si je vois le coup d'œil de Jean qui n'est pas d'accord, c'est contre cœur, il dit tout ça, mais on comprend, on va continuer avec Passy. Il y a un joueur qui explose avec le Real Madrid, Kylian Mbappé, qui est dans tous les bons coups de cette équipe. On peut dire qu'il est revenu à 100%. Bah oui, à 100%. Déjà, il est en confiance totale dans ce club. Il a une partie de responsabilité dans les vestiaires. Il tire le penalty. On lui a confié pas mal de responsabilités. Je crois qu'il est dans cette alignée-là. Il va se mettre dans. Certains vous parleront de Mobutu Mbappé. Il va se mettre. En tout cas, il va se mettre dans cet objectif, en tout cas, de faire progresser le club parce que. On se disait que le club ne progressait pas, mais lui progressait parce qu'il a fini avec un petit trophée la saison dernière. Cette saison, il continue c'est peut-être encore. Là le problème. Voilà. Pas le petit trophée, un grand trophée. C'est quand même le meilleur buteur d'Europe. Tout de même. Maintenant, cette saison, il ramène encore le débat dans l'opinion, dans la Liga, maintenant aux autres concurrents de se préparer. Et personnellement contre Kylian Mbappé, mais personnellement contre le club aussi Real Madrid. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a retrouvé le Kiki en forme du Paris Saint-Germain, champion du monde? Il va le faire descendre. Est-ce qu'on peut typer d'ailleurs la Ligue sur la Liga? Franchement, ça me donne les mots de tête de parler, mais j'ai envie de dire oui, beaucoup de choses ont changé sur Kylian Mbappé. D'ailleurs, même sa coupe de cheveux, on a vu qu'il a tout changé. Donc... C'est un nouveau Kiki, on le voit là avec la régie. Donc c'est normal qu'on retrouve le Kylian du Paris Saint-Germain, sauf que la plupart des cas, malheureusement, la plupart des cas, ça se termine en faveur de lui, mais pas en faveur du club. C'est ce qu'on a vu la saison dernière, meilleur buteur du championnat, meilleur buteur d'Europe tout court. Et malheureusement, le Real, c'est quasiment 0 titre majeur, si ce n'est les titres du début de saison. Et on est parti pratique, certes. J'ai pas envie de croire à ce qu'ils ont vécu la saison dernière se passe cette saison, mais on est parti sur les mêmes bases. Ce n'est que lui, et les autres à côté ne brillent pas. Et parfois, dans des rencontres, comme il a dit, face à des équipes beaucoup plus organisées, et parfois, il n'est pas appelé à être dans une grande soirée dans tous les matchs. Et à un moment donné, il va falloir qu'il se montre aussi beaucoup plus altruiste face aux autres, qu'il fasse briller les autres pour que quand ça va monter d'un cran et que les autres soient aussi capables de répondre à ses côtés. Malheureusement, pour l'instant, il est parti pour tout monopoliser, même les coups de pied arrêtés, les coups francs, alors qu'il n'est pas un spécialiste de ce fait. Malheureusement, il veut tout avoir à lui toute seule. C'est de bon augure pour l'instant pour le Real. Tant que ça gagne, on va pas parler, alors, on donnera pas de défaut, et ils sont partis pour vivre en tout cas un début de saison réussi. Alors le FC Barcelone, lui, prépare sa Ligue des Champions, on peut le dire. Ça Lamine Yamal, le Barça a laminé Valence sur le score de 6-0 dimanche soir au stade Johan Cruyff avec plusieurs golazos, des buts tout de même magnifiques, Jean.
Oui, des buts exceptionnels. Magnifique, pas exceptionnel. 6 buts pas les jusque-là, pas dire exceptionnels, mais ce sont des buts magnifiques tout de même. Allez-y. Et puis il me donne la parole, il me laisse pas m'exprimer. Allez-y. Alors, je disais que ces 6 buts marqués, 3 doublés, notamment 2 en seconde période, les 2 entrants, ce qui est inédit. J'ai vu des statistiques dans ce sens qui sont à vérifier, naturellement. Et je crois qu'il prépare de la meilleure des manières le début en Ligue des Champions, mais ça envoie un autre signal. Parce que c'est la face à Newcastle, hein. Une équipe qui va être compliquée à battre. Oui, j'ai vu le match de Newcastle, surtout face à Liverpool. S'ils refont le même match, ça va être compliqué pour le Barça. Dans la débauche, ça peut être très pesant pour le Barça. Mais pour revenir à ce Barça-là, excusez-moi, la saison dernière, les absences de Yamal ont toujours été préjudiciables pour le Barça. Et hier, on a vu une équipe qui a bien négocié l'absence de Yamal, et on verra ce qui va se passer s'il n'est pas là le jeudi. Je suis désolé. Un petit mot. En tout cas, Mané s'emballait un petit peu de ce fait. Il disait qu'il a constaté que le Barça jouait mieux collectivement sans Lamine Yamal, même si moi je pense que Valence ça reste une proie facile pour le club. La saison dernière c'était 7-0, cette saison c'est 6, donc on va pas aller jusque là. On va s'arrêter là. Merci Passy Vangwa d'avoir été avec nous ce soir. Cette soirée du bon, désolé. Cet après-midi. C'est la même chose. Merci, c'était un plaisir. Allez-y, merci et bonne soirée. Alors je donne un carton vers l'ensemble de la technique de la régie, mais aussi de la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain à partir de 8h00 avec Amadou Major Diallo dans l'émission World Sport. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs des